Bonjour André Bouny. Bonjour. Nous sommes heureux à Arrêt sur Info de vous inviter pour la présentation de votre dernier livre 100 ans au Vietnam. Mais avant, nous allons vous présenter. Vous êtes né dans une famille paysanne. Vous faites des études en odontologie. Vous êtes artiste. Et très tôt, vous vous engagez contre la guerre au Vietnam. Qu'est-ce qui vous a poussé dans vos années étudiantes à vous engager pour cette cause? J'appartiens à la génération d'après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que la guerre du Vietnam, la guerre américaine au Vietnam, nous a servi de tribune pour notre propre émancipation. Nous avions, on va dire, 20 ans, et nous ne voulions plus de cette société telle qu'elle était en France, comme c'était le cas aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Allemagne, au Japon et même en Suisse. On peut voir que tous les pouvoirs, ou quasiment tous les pouvoirs des différents pays après la Seconde Guerre mondiale étaient tenus par des personnes issues de la guerre. Et la France était pour cela un exemple lumineux avec le général de Gaulle. Et être pour la paix au Vietnam, c'était les nouvelles valeurs mises en avant par la jeunesse. On ne voulait plus de cet ordre de nos parents. Voilà. Donc je pense que l'engagement pour la paix au Vietnam était aussi, ça participait, la guerre du Vietnam était une tribune de notre propre émancipation. Oui. Et comment analysez-vous le positionnement du milieu intellectuel vis-à-vis justement de cette émancipation et de cette cause, mais qui finalement, vous tombez quand même sur quelque chose d'énorme? Oui. Les Sartre, Russell, scientifiques, c'était, ils portaient justement l'aspiration de la jeunesse internationale de cette époque. Et ils se sont positionnés contre la guerre au Vietnam, bien sûr, mais comment pouvait-on se positionner autrement quand le pays le plus riche, le plus puissant militairement du monde va écraser un pays à l'autre bout du monde sous prétexte qu'il veut vivre comme il l'entend? Oui. C'est fou. Il n'y avait aucune raison pour soutenir la guerre au Vietnam. Aucune. Et la jeunesse états-unienne. D'ailleurs, la révolte internationale contre la guerre américaine au Vietnam, qui elle-même est la petite fille de la colonisation française, est arrivée tard. Ça n'a pas été rapide, ça n'a pas été si rapide que ça, parce que les moments, les pics de la contestation de la guerre du Vietnam arrivent en 66, 7, 8, alors que ça a commencé bien avant. Les premiers conseillers par milliers, voire par dizaines de milliers sous Kennedy, qui ont été envoyés. Ça a mis beaucoup de temps pour réagir. Est-ce que ces milieux intellectuels avaient déjà pris la dimension de l'horreur qui se perpétrait? Pas vraiment. Je ne crois pas, parce que nous savions qu'une guerre chimique se déroulait là-bas. On savait qu'il s'agissait de défoliants, d'herbicides, enfin de cette prestidigitation sémantique qui cache une arme de destruction massive chimique, mais on n'avait pas de précision, et même les spécialistes dans ce domaine n'en avaient pas à l'époque. Excepté bien sûr les ingénieurs chimistes de l'armée américaine et toutes les études qui avaient été faites au préalable et lors de la mise au point des agents chimiques par le département de la Défense, bien sûr, mais aussi le département de l'Agriculture aux États-Unis, en main dans la main avec les firmes qui ont fabriqué ces agents, notamment Monsanto, Dow Chemical, Uniroyal, Diamond Shamrock. Vous publiez quand même une centaine d'articles sur la guerre chimique. À qui étaient destinés ces articles et quels ont été leurs impacts? Alors ces articles étaient destinés essentiellement à l'Internet. Leur impact, bon, tout d'abord, ils ont circulé sur des sites Internet basés
partout sur la planète, même si c'est antinomique, puisque Internet va partout. Mais l'impact, c'est que les médias institutionnels, les médias dominants n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas parce que souvent ils appartiennent à des multinationales qui elles-mêmes n'ont pas tous les œufs dans le même panier et que par le jeu de l'actionnariat croisé, des OPA et tout ça, font que s'ils informaient sur ce sujet et s'ils levaient l'opinion publique internationale sur ce sujet, qui se mettent en opposition, alors ils couperaient la branche sur laquelle ils sont assises, puisque eux-mêmes ont des actions chez les chimistes chez les avionneurs dans l'automobile, dans la grande distribution, dans la presse. On sait très bien que des éditeurs de gros calibre sont financés par Matra, Hachette par exemple, qui fabriquent les bombes ou l'armement de pointe de la France et qui éditent parallèlement les poètes. Alors c'est une situation, naturellement, c'est l'argent qui commande. Bien sûr. Vous conduisez le comité international de soutien aux victimes vietnamiennes de l'agent Orange, qui comprend de très nombreuses personnalités dans des domaines d'expertise variés. Est-il toujours opérationnel? Oui. Je constitue le comité international de soutien en 2004, l'année où les victimes vietnamiennes intentent une procédure à New York, au tribunal de première instance de New York. Je constitue le comité, j'en fais le lancement officiel début 2005 dans la maison de Radio France, enfin plus exactement au centre de la presse étrangère à Paris. Et viendront dans ce comité des sommités, des différents domaines en lien avec l'agent Orange, mais aussi des icônes des États-Unis, tels que Noam Chomsky ou Warzin, qui m'a fait l'honneur de préfacer mon volume Agent Orange, Apocalypse Vietnam, mais aussi Noam Chomsky, Angela Davis, Joan Baez, beaucoup de gens. Mais il faut aussi dire qu'il y a un grand nombre de gens qui ne sont pas connus du public, mais qui sont aussi des pointures dans des domaines scientifiques beaucoup plus grandes que ceux que je viens de citer. Enfin, chacun son. Bien sûr. Et ce livre, Apocalypse Vietnam, Agent Orange, qui est un ouvrage complet, un réquisitoire implacable, un précieux témoignage sur l'horreur absolue vécue par les Vietnamiens. Pour moi, l'autre mérite de ce livre, c'est de rompre le silence médiatique qui entoure les prolongements tragiques de l'agent Orange. Alors, premièrement, comment ce livre a été accueilli par la presse ? La presse s'est pas jetée dessus, bien sûr, mais pour les quelques-uns qui ont fait l'effort de le lire, il a toujours été bien reçu. Je n'ai pas eu de critiques incendiaires, non, jamais. Il a même été... Ce livre fait autorité en la matière. Il fait autorité dans la matière et il a servi de travail à de nombreuses émissions, notamment sur France Inter, sur France... Enfin, c'est un livre qui n'est... D'ailleurs, je ne vois pas très bien sous quel angle il pourrait être critiqué, parce qu'il est scrupuleux, il est dans sa chronologie, tout est étayé en source, en information, il est exhaustif, voilà. Bien sûr. Et il y a aussi un autre aspect. Est-ce que ce livre il a permis d'avancer sur deux questionnements qui me paraissent centraux dans ce passé criminel pour moi? C'est la poursuite pénale des responsables, des auteurs de cet écocide, et puis l'indemnisation des victimes vietnamiennes. Où en est-on? Alors, c'est compliqué. En 2004, les victimes vietnamiennes intentent donc une procédure au tribunal de première instance de New York-Est. C'est Jack Weinstein, un homme de justice américain qui a 81 ans à ce moment-là, et c'est lui, Jack Weinstein, qui a obtenu réparation, entre guillemets, de 180 millions de compensation pour les victimes de l'agent Orange, vétérans US. Et pour finir, il reçoit la pression de Bush, qui par le biais du New York Times dit que
la plainte des victimes vietnamiennes doit être déboutée, ne doit pas être reçue, parce que si elle était reçue, alors tous les anciens ennemis ou ennemis de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, viendraient pousser les portes des palais de justice états-uniens. Et de ce fait, ils ont été déboutés. Dans un deuxième temps, elles n'en resteront pas là, les victimes. Elles feront appel à la Cour fédérale du deuxième circuit, parce que ça fonctionne par des circuits, il y en a 11, etc. Et là, ça va durer très longtemps. Là, on interviendra auprès des juges, O'Connor, enfin c'est compliqué, je ne vais pas m'étendre là-dessus, oui. Mais une deuxième fois, après de nombreux échanges de mise en état, d'auditions de mise en état, pour finir, les victimes seront de nouveau déboutées. Mais là, le boulet n'est pas passé loin. La Cour s'est vraiment posé le problème longuement. Et ensuite, les victimes ont été jusqu'au bout, puisqu'elles ont fait appel à la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, à Washington, alors. À la suite de quoi, nous nous trouvons à ce moment-là, au début de l'année 2009, et l'Association des juristes démocrates internationales organise un tribunal d'opinion à Paris, où viendront des grands juges de tous les continents. Il y a des juges qui viennent du Japon, 2 juges américaines, des États-Unis, des juges, donc voilà, les juges algériens aussi, et défilent à la barre des victimes, des témoins, des scientifiques, j'en serai, et dont 14 personnes appartenant au Comité international de soutien. Et voilà que le gouvernement des États-Unis d'Amérique et les fabricants des agents chimiques sont condamnés. Ils sont condamnés à décontaminer le Vietnam et aussi à verser des compensations à hauteur de ce que les États-Unis dépensent à ce moment-là pour leurs vétérans atteints de l'agent orange. Oui. Et aux États-Unis, pour quelques centaines de milliers de vétérans victimes de l'agent orange, il est dépensé par an 13 milliards de dollars à ce moment-là. Or, au Vietnam, il y a à ce même moment 4 millions de victimes. C'est une estimation, parce qu'il est très difficile de faire un état des lieux au Vietnam, parce qu'ils n'ont pas formé des épidémiologistes suffisamment tôt. Enfin, c'est compliqué. Mais ça donne une idée. Et aujourd'hui, Van Ryn, le président de la VAVA, qui est le sigle qui désigne l'association vietnamienne pour les victimes de l'agent orange au Vietnam, estime environ à 1000 milliards de dollars les dégâts de l'agent orange. Bon, venons-en à votre dernier ouvrage, 100 ans au Vietnam, un recueil de nouvelles autonomes paru aux éditions Sulliver. Vous introduisez ce livre par votre propre citation, qui est « À l'inverse de la réalité, la fiction est vraisemblable ». Est-ce un constat que vous faites en vous interrogeant comment une telle réalité monstrueuse puisse être à ce point absente des consciences d'un plus grand nombre d'hommes et de femmes de ce monde? Ou est-ce là une invitation à ce que vos lecteurs vous suivent dans votre témoignage de cette abomination sous cette forme de narration propre à la fiction? Oui. Tout d'abord, la phrase convenue que tout le monde connaît, c'est que la réalité dépasse la fiction. Moi, j'ai voulu renverser ça et, sans prétention, être plus profond. C'est-à-dire qu'à l'inverse de la réalité, la fiction est vraisemblable, suppose, vu que je ne voulais pas faire un texte, un livre, dans la forme orthodoxe et académique de ce qu'est un livre d'histoire, qui peut être rébarbatif. Or, quand on écrit un livre, c'est pour qu'il soit lu. Donc, il faut accrocher le lecteur. Et comment accrocher le lecteur pour ne pas que le livre lui tombe des mains, tout en rassemblant une forme. Ce qui est important dans ce livre, c'est sa forme. Oui. Si la langue écrite n'était pas celle-là, je crois qu'il ne fonctionnerait pas, il ne marcherait pas.
Et pourquoi? Parce que, pour ce que je viens de dire, il serait dans sa forme orthodoxe ou académique et il rappellerait les livres d'histoire. Oui. Ce que je veux au travers de la fiction, c'est-à-dire que les gens rentrent dans l'histoire parce que j'ai écrit ces textes en habitant les situations et les personnes, dans la fièvre de l'écriture, de les habiter. Ce qui veut dire que ça ne suffit pas. Par la suite, il faut nettoyer le texte, il faut dégraisser la phrase, il faut enlever tous les mots qui n'apportent rien à l'histoire, jusqu'au moindre article, de façon si le mot n'apporte rien à l'histoire, il ne peut que l'encombrer. Oui. Il faut donc nettoyer jusqu'à faire un texte d'une extrême simplicité. Et c'est ce que j'ai cherché. Et c'est le plus difficile d'atteindre la simplicité. Et en même temps, je n'ai pas voulu... j'ai aboli toutes les frontières, je crois, du moins je pense, entre la réalité et la fiction. C'est ce qui autorise des textes qui, je le dis humblement, ces textes me dépassent. Ces textes me dépassent. Je le comprends mieux maintenant, parce que de toute façon, on est toujours plus petit que ce qu'on peut faire, beaucoup plus petit que ce qu'on peut créer. Et je crois d'ailleurs que dans ce domaine, les armes en sont un exemple éclatant. Oui. Dans tous les sens de ce que je viens de dire. Justement, il y a une personne qui abonde dans votre sens, dans ce que vous venez de dire. C'est Georges Doussin qui, dans Le Réveil, écrit ceci à propos de votre ouvrage. André Bouni écrit le calvaire du peuple vietnamien face aux monstres de la guerre, comme Picasso a peint Guernica après les bombardements fascistes. Effectivement, André Bouni, vos 13 nouvelles, pour moi, sont 13 tableaux d'une fresque vivante et réelle qui, sur une période d'une centaine d'années, nous amène à nous plonger dans des séquences d'histoire retraçant le calvaire de ce peuple vietnamien, qui nous entraîne dans des immersions d'univers aussi hétéroclites que le colonialisme français, l'âme profonde vietnamienne, ou le micro-monde de la papauté. On y reviendra. Alors, on imagine que derrière cette narration descriptive de ce réel se cache un énorme travail d'observation, d'analyse et de documentation, non? Encore une fois, j'ai écrit ces textes dans la fièvre de l'écriture, en habitant les situations et les personnages. Et de ce fait, je pense qu'il n'y a pas besoin d'analyse. La situation telle qu'elle a été ou qu'elle est vient toute seule en surface. Quant à la documentation, la recherche de la documentation, elle n'a pas été si importante parce que je connais, par l'intérêt que je porte à ces pays, ce qui est dans le livre, je le porte. Je n'ai pas besoin d'aller le chercher, je le connais. Mais l'empathie que j'y mets dedans, elle m'habite aussi, puisque j'ai 2 pays. Je suis né en France. La manière dont je suis arrivé dans la vie fait que la France m'a donné la chance de pouvoir avoir tout de même une vie intéressante. Et le Vietnam m'a donné des enfants. Ce qui fait que l'empathie m'habite. Je n'ai pas besoin d'aller la chercher. Et d'autant plus que les enfants que le Vietnam m'a donnés sont beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire si je les avais conçus moi-même. Justement, sur cette période du colonialisme français, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu. Je reste persuadé que le tableau que vous brossez de cette époque coloniale, qui peut paraître lointaine pour beaucoup, ne manquera pas d'interpeller tout lecteur, tout humaniste, sur les réalités concrètes de cette partie d'histoire nourrissant un des aspects significatifs de la grandeur de la France. Qu'en pensez-vous ? Je pense que ce
ce que le pouvoir français appelait à l'époque l'œuvre civilisatrice est aujourd'hui sous nos yeux. Peut-être nous avons changé, la société a beaucoup changé, Oui. et de ce fait, la déconstruction de cette œuvre soi-disant civilisatrice apparaît comme un Lego éclaté sur une table, parce que on sait parfaitement que les hôpitaux qu'on nous jette à la face, les hôpitaux, les écoles, les routes, les voies ferrées, toute l'œuvre de la France, elle ne l'a pas fait d'ailleurs gratuitement, elle l'a fait pour le développement qui permettait d'absorber les richesses. Et de ce fait, ça s'effondre parce que nous savons parfaitement que ces hôpitaux, ces écoles n'y avaient accès seulement les Français y avaient accès, et les mandarins et les leurs, c'est-à-dire ceux qui acceptaient et qui collaboraient à la colonisation contre leur propre population. Donc, qu'on ne nous mette pas ça en avant, la France ne l'a pas fait par philanthropie, elle l'a fait parce que c'était les besoins du développement de ses colonies ou de ses protectorats. Voilà. Donc, voilà ce que j'en pense. Parce que c'est la réalité toute nue, c'est pas... Ensuite, il faut savoir que, comme toujours, l'histoire est écrite de façon unilatérale, soit par les dominants, les puissants, soit par les vainqueurs ou les plus riches, et que de cette façon, on nous a abreuvés de l'œuvre civilisatrice, mais en réalité, elle n'existe pas. Vos 4 premières nouvelles, justement, traitent de cette confrontation, de cette juxtaposition des deux mondes que tout sépare l'un de l'autre. Le mérite de votre narration dans ce livre, c'est qu'il donne à voir, à percevoir la vision de l'autre d'un point de vue de chaque camp. Oui. Et rompant cela avec les habituelles représentations du seul camp des civilisés. Alors, décrire cet autre qui est ici le vietnamien, pour vous, suppose nécessairement un certain degré d'ouverture, d'esprit et d'empathie, non? En ce qui concerne l'empathie, je la porte forcément, pour ce que je viens de dire précédemment. Oui. Et pour le reste, comment dire, je pense que... Le Vietnam n'est pas, c'est pas une histoire simple. C'est pas blanc ou noir, non plus. Sûr. Mais je crois que l'ouverture d'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai deux pays, la France et le Vietnam. J'ai pas besoin de faire un grand effort pour m'ouvrir sur l'acceptation du Vietnam. Et il n'y a rien jamais me viendra le mot de tolérer quelque chose au Vietnam. Je ne le tolère pas, je l'accepte, c'est le Vietnam. Je n'ai aucun effort, je n'ai aucun mérite d'ouverture d'esprit à ce niveau-là. Voilà. Mais je pense aussi, pour les deux mondes qui s'opposent, qui sont différents, qui sont très différents, qui sont très différents, bien justement, le mandarinat, le fait que la colonisation française les ait pris de leur côté. Eux ont préféré les privilèges que ça leur donnait et de se remplir les poches que de défendre l'identité de leur population. De ce fait, la France se frottait les mains. Pourquoi ? Comment quelques milliers de Français ont pu tenir sous leurs bottes des millions de Vietnamiens ? Parce que les mandarins, qui étaient autrefois la vertu et qui, au travers de la colonisation, sont devenus la corruption, ont fait l'interface. Oui. Et parce qu'ils étaient une représentation morale, d'un pouvoir moral. Et de ce fait, la France se frottait les mains parce que ça évitait d'avoir une armée d'occupation qui aurait coûté très cher et qui, de toute façon, aurait fabriqué du conflit. Voilà. Bien sûr. Alors, peuple arriéré, peuple sauvage, violent, inhumain, sans importance. De ce peuple vietnamien, vous en faites des héros de lutte contre l'oppresseur dans votre nouvelle, Dimanche en Saigon. Et dans l'autre nouvelle, Les 9 fils de Madame Tu, c'est ça? C'est comme ça qu'on prononce? Tout. Dans le récit de cette paysanne aux 9 enfants, vous nous permettez de saisir la quintessence
et les ressorts profonds de l'âme vietnamienne. Lorsque le lecteur est subjugué par d'un côté l'amour éternel de cette mère pour ses enfants, pour ses 9 enfants, et de l'autre par cette volonté hors du commun de cette même maman vietnamienne à rester debout et surtout digne devant une telle avalanche d'adversité sans nom. Est-ce une volonté de votre part à rendre ces lettres de noblesse à l'histoire de ce peuple? Les Vietnamiens ne se sont pas comportés pour être des héros. C'est la situation qui commandait. Et ce qu'ils ont fait, nous le trouvons si admirable qu'on dit qu'ils sont héros. Eux n'ont pas fait ça dans ce sens et ils ne se sentent pas des héros. Ils ont tout simplement défendu la terre nourricière, celle que leurs aïeux leur ont transmise. Ils sont faits de cette terre, dans la chair, dans leurs os, qui font pousser leur riz, qui font pousser comme nous-mêmes. Et donc, je ne pense pas qu'ils aient eu un comportement avec la prétention d'être des héros. Nous, on peut le voir avec notre œil, que j'ai écrit dans les deux sens, que le point de vue soit des deux parties, des deux camps, comme vous dites, me semble aller tout seul à partir du moment où on habite une situation et des personnages. Il n'y a pas besoin de faire l'effort intellectuel de se dire je dois porter un regard double en permanence. Oui. Parce que déjà, dans l'ouvrage précédent, Agent Orange, Apocalypse Vietnam, ça a été mon souci d'être l'œil vietnamien et non pas toujours l'œil occidental. Voilà, oui. pour ce qui est de cette partie. La souffrance endurée par ce peuple est unique dans l'histoire humaine pour moi. Sur une période aussi tenue que 100 ans, colonialisme, bombardement criminel américain, oppression idéologique interne, une terre nourricière contaminée pour encore des décennies et des décennies, des conséquences sanitaires humaines pour encore bien des générations, qui vous amènent à faire ce constat terrible. Si un jour existe une unité capable de mesurer la douleur et la souffrance, elle devra s'appeler Vietnam. Vous, hommes de conviction et de combat contre cette abomination, vous qui avez interpellé toutes les autorités de ce monde sur cette injustice inhumaine, vous ne pouviez pas ne pas interpeller le ressort ultime de toute humanité, sa spiritualité. Et dans votre nouvelle, Le voyage secret du pape au Vietnam, vous nous avez concocté là une des rencontres humaines les plus improbables pour nous interroger, pour interroger tout un chacun sur son humanité, sur son rapport au sacré. Cette nouvelle, j'en reste persuadé, interpellera tout lecteur dans sa chair et dans son esprit. Quelles sont justement les postures des différentes ou les prises de position des différentes autorités religieuses sur cette plaie béante de notre humanité? Toutes les cultures et les civilisations ont une spiritualité. Dans le sens du voyage secret du pape au Vietnam, le pape n'a jamais été au Vietnam, aucun pape. C'est un... Je pense que d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, c'est pas le pivot. Le véritable pivot, c'est, pour moi, aucune femme, aucun homme, aucun animal sur cette planète, et même pas le moindre pied de pissenlit, n'a demandé à venir au monde. Jamais. Alors, d'où venons-nous, où allons-nous, qui sommes-nous? On a été déjà
assez loin pour trouver des traces de façon scientifique, à expliquer. Mais chaque fois qu'on s'approche d'un constat, on s'aperçoit qu'il y a une plus grande profondeur de détail. C'est un petit peu comme la boule de mercure entre les doigts. Plus vous la pressez, plus elle vous échappe. Bien sûr. Et il n'y a pas de vie, je pense, sur Terre qui ne soit pas confrontée à la spiritualité. Et je dis ça alors que je ne suis pas plus croyant qu'une touffe d'herbe. C'est parce qu'il y a là l'énigme, le grand mystère du sens de la vie. Alors, sans être le comportement des religions, du moins des dirigeants religieux, des religions quelles qu'elles soient, il est toujours habité par le ressort général du pouvoir au sens universel. Les religions sont une forme de pouvoir, quand elles sont organisées, c'est une forme de pouvoir. Moi, mon livre n'est pas dans cette démarche. Il est, je vais me répéter, il est dans l'énigme et le grand mystère, puisque, à ma connaissance, personne n'est parvenu à dire, à souhaiter, à décider, à s'engendrer et à venir au monde tout seul. Et ça, c'est une chose, c'est-à-dire que les humains, les animaux, sont projetés dans la vie, sont jetés dans la vie, arrivent dans la vie sans qu'on leur ait demandé leur avis. Ce n'est pas un jeu de mots. Et de ce fait, affrontent la vie telle qu'elle est au moment où ils arrivent dedans, et ça reste quand même quelque chose d'incroyable qu'on a tous les jours sous les yeux et qu'on ne voit plus par une sorte d'aliénation qui est due au fait que pour survivre, eh bien, il faut se débrouiller pour avoir un toit, pour se nourrir, pour aller jusqu'à demain et jusqu'à après-demain qui sera notre jour. Et tout ça reste quand même dans la lucidité une grande énigme dont personne, philosophiquement ni scientifiquement, n'a la solution, n'a la découverte, ne sait l'expliquer. Et c'est impossible à expliquer. Bon, écoutez, en tout cas, nous, à Arrêt sur Info, nous sommes très heureux de présenter ces livres à nos auditeurs et à nos lecteurs. Et nous espérons que ces livres connaîtra un vrai succès. En tout cas, il le mérite. En tout cas, merci beaucoup, André Bouny. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.